le joueur aujourd'hui, il voit l'agent comme on a référence, on a personne qui peut l'aider à niveau sportif ou juste la personne qui va signer les contrats, qui va s'occuper de ça? Les deux. Moi, je pense que ça dépend du profil de l'agent. Si tu as des agents qui sont à l'ancienne, qui font beaucoup de négociations de contrats, qui ont toujours fait ça, et qui sont un peu moins intéressés par l'aspect footballistique, tactique, tu vois, comment faire des retours sur la vidéo, faire du travail, de l'analyse sur les matchs du joueur, essayer de donner des billes, etc. Donc, ils sont totalement désintéressés de tout ça. Moi, je pense que c'est bien aussi de lui parler de foot. Après, on n'est pas les éducateurs, tu vois. Les éducateurs, les entraîneurs, quand ils rentrent en centre, c'est eux qui ont le dernier mot, c'est eux qui les ont toute la semaine, c'est eux qui sont là pour leur apprendre des choses. Et on n'est pas là pour décider à leur place ou pour dire à leur place sur la façon de jouer, sur tu vois, le système de jeu, comment le coach qui va mettre en place. Il met en place un système avec une façon de faire. Tu vas pas arriver et dire non, il est débile ton coach, c'est pas comme ça que tu dois jouer. Chacun doit rester à sa place. Par contre, être capable d'analyser son match, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi le coach il lui a demandé ça à cet instant-là, pourquoi il lui a fait ce retour-là, je pense que c'est super important et c'est la base. De toute façon, si tu n'es pas capable d'analyser le foot, si tu n'es pas capable de voir et de déchiffrer quand tu vas avoir des matchs, tu n'es pas fait non plus pour être agent, tu vois. Tu vas pas prendre des joueurs qui sont capables d'évoluer, d'aller au bout, tu vas pas... Voilà, je pense que c'est important d'avoir quand même cette base-là. Ouais, cet œil un peu aussi technicien, quelque part un peu. Ouais, cet œil technicien. Et je pense, tu as l'œil technicien sur un instant T dans la catégorie, et après, tu as quelque chose qu'on essaye d'avoir, que ce soit nous, que ce soit les recruteurs qui bossent dans les clubs, c'est la projection. C'est-à-dire, c'est dire, là, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, il est comme ça, dans ce contexte-là, dans ce club-là, avec cette adversité-là, avec ces coéquipiers-là, quelle projection on a sur ce joueur-là et comment on le voit dans 3, 4, 5 ans. Ok. Voilà. Et c'est ça en fait qui aujourd'hui fait la différence dans notre métier, parce que le but, les recruteurs, c'est de recruter les meilleurs joueurs le plus tôt possible quand il y a un peu moins de concurrence et de se positionner dessus. Aujourd'hui, tout l'enjeu, il est là. Est-ce que ça t'arrive parfois dans tes échanges avec le gamin en question d'avoir une certaine franchise, c'est-à-dire que s'il n'a pas été bon, s'il n'a pas eu le bon comportement ou quoi, est-ce que ça t'arrive vraiment d'avoir aussi ce costume que tu le rappelles à l'ordre pour lui dire non, bah, je suis en ligne avec le coach, que tu sois remplaçant, et aussi ça peut être un truc extra sportif, son comportement. Ouais, bien sûr. Ou est-ce que tu vas toujours avoir cette image assez lissée et puis toujours le brosser dans le sens du poil? Non, moi je pense que c'est vraiment important d'être franc avec lui. Après, c'est important de choisir aussi le bon moment pour faire ce genre de retour. Tu vois, un garçon qui a fait un match catastrophique, le coach il l'a démoli. C'est pas à toi d'arriver et lui dire t'es une merde, t'as fait un match pourri, c'est catastrophique, tu vois. Il y a des moments aussi pour expliquer, pour faire le bon retour et aussi pour soutenir, parce qu'après un mauvais match, t'es là aussi pour le soutenir, pour l'encourager, mais pas pour lui dire que ça a été le meilleur sur le terrain, tu vois, pour lui dire qu'il y a des choses à améliorer, des choses qui sont pas bien passées, comprendre pourquoi et essayer de lui dire tu vas rebondir cette semaine, il y a des choses qu'il va falloir travailler, il y a des choses qu'il faut que tu arrives à comprendre, il y a des choses qu'il va falloir faire différemment. Tu vois, tu lui donnes des pistes pour rebondir dès la semaine d'après et pour lui faire comprendre que de toute façon, tu es là pour apprendre aussi. Tu vois, tu es dans un centre de formation, c'est pour te former, c'est pour apprendre. Et la route, elle est longue, très très longue. Vous êtes sollicité par ces gamins, par ces jeunes, d'y parler avec le coach parce qu'ils ne sont... Moi, j'aime bien jouer à gauche, le coach cette année, là, c'est un nouveau coach, il m'a mis à droite. Est-ce que Thibaut, tu peux parler avec lui? Et vous sollicite dans ce sens? Alors, normalement, si on a bien choisi le joueur au moment de décider de l'accompagner et qu'on l'a fait rentrer en centre de formation, il va accepter ça. Ouais, il faut espérer, tu vois, qu'il réalise un peu la chance qu'il a, lui, d'avoir réussi à franchir les différentes étapes et d'être rentré en centre de formation. S'il se plaint parce qu'il joue à droite, à gauche, pas au bon poste, je pense qu'il n'a pas compris la difficulté et le niveau d'exigence quand il est en centre de formation. Après, par contre, tu peux quand même avoir de l'aménagement ou des échanges avec le coach à certains moments pour revenir sur des situations. Ça arrive. Donc, ça arrive. Vous avez des contacts avec les coachs? On a des contacts avec les coachs. Ils sont ouverts à ça? Ça dépend des coachs. Ça dépend des coachs, ça dépend de l'âge aussi. Tu vois, le garçon, il vient d'intégrer le centre de formation. Ouais. Première année du 16. T'appelles au mois de septembre, il est là depuis un mois et tu te dis je comprends pas pourquoi il joue pas. Ah oui, bon, le coach il va plus jamais te répondre. Tu vois. Et je le comprends. Tu vois, je le comprends, c'est normal. Oui, bien sûr. Par contre, moi pendant les évaluations peut-être, c'est un bon moment. C'est ce que j'allais te dire. Il y a des évaluations. T'en as au moins une à mi-saison, une à la fin de la saison. Nous on essaye d'être présents dès lors que les familles nous demandent d'être présentes.
Et là, c'est le bon moment, tu vois, pour poser les questions, pour échanger. Et souvent, même les coachs aiment échanger avec nous, tu vois, parce qu'ils nous voient aussi. Alors, la plupart des coachs aussi, on les connaît. Donc, tu vois, quand on va sur un match, on va le saluer au bord du terrain, on lui dit bonjour. Il est au courant, il a vu qu'on était là. Au mois de décembre, il est capable de dire, ah bah oui, je t'ai vu, t'étais là sur le match contre Lyon, t'en avais pensé quoi d'ailleurs de son match? Et on est capable, tu vois, de faire le retour ensemble et de partager justement si on a vu les mêmes choses, si on a eu la même appréciation sur ce match-là. Après, nous, sur un instant T, on les voit 3-4 fois ou à la vidéo. Eux, ils les voient du lundi au dimanche, tous les jours, à l'entraînement. Donc, ils peuvent aussi avoir une approche un peu différente. Mais c'est quand même le moment d'échanger, de mettre tout sur la table sur ces rencontres-là. À niveau de mobilité, c'est facile de travailler en France? Quand tu dis des mobilités, c'est pour se déplacer? Y aller regarder les matchs, se déplacer. Aujourd'hui, en Ile-de-France, tu arrives à Marseille, 3h30 avec le TGV. Avec le train et l'avion en France. C'est facile? C'est facile. Pour respecter l'empreinte carbone, il faut faire attention. Ouais. Et, en tout cas, non, c'est facile. C'est facile. Franchement, on a un pays, pour le coup, qui est plutôt bien c'est bien possible desservi. de suivre facilement tous ces joueurs. Ouais. Bah, en fait, nous, si tu veux, on essaye, en fait, on met le planning de tous nos joueurs, à la fois ceux qu'on suit pour le futur et puis ceux qu'on a chez nous. On essaye de mettre tout ça et on essaye d'optimiser les week-ends. Donc te dire, bah voilà, le week-end où tu vas à Marseille, bah t'essayes d'en profiter pour faire le garçon qui est à Nice, le garçon qui est à Marseille, le garçon qui est à Martigues, et d'essayer de faire, tu vois, le vendredi soir national, le samedi la Ligue 2 et puis potentiellement un match de jeunes, le dimanche la Ligue 1 et machin, pour que ça rentre dans le week-end, quoi. Et on planifie ça, tu vois, sur 2-3 mois. Là, je dois avoir mon planning sur les 2 prochains mois, avec mes week-ends qui sont déjà plus ou moins programmés, pour essayer justement de voir le maximum de joueurs et d'optimiser tout ça. Parce qu'effectivement, tu n'as pas beaucoup de week-ends, tu as beaucoup de matchs à voir et il faut optimiser. Moi, j'avais une question par rapport à le fait que tu sois, entre guillemets, tu as passé le diplôme en France, avec la FFF, c'est ça, hein ouais. Okay. Est-ce que tu peux avoir un joueur à l'étranger? Oui, bien sûr. Alors, tu peux avoir un joueur à l'étranger qui est un de tes joueurs que toi tu as à la base en France et que tu envoies là-bas. Ça, non, c'est un joueur étranger. Et après, tu peux avoir un joueur à l'étranger que tu vas chercher. Bien sûr. Okay. Après, si tu veux, tu as des réglementations qui sont différentes en fonction des pays au moment où tu fais le transfert. Pour signer le transfert dans le pays et pour recevoir ta commission. C'est là que tu as une réglementation qui est différente. Après, aujourd'hui, quand tu as la licence FFF, tu as le droit, tu as une équivalence d'avoir la licence FIFA pour opérer un peu partout. Et après, tu as certains pays qui demandent en plus de rajouter quelque chose. Le quelque chose, c'est une somme en fait. Tu payes pour avoir une licence dans ce pays-là pour pouvoir officier. Mais dès lors que tu as la licence FFF, tu peux globalement travailler partout, puisque la France aujourd'hui est un des pays qui réglemente le plus la profession. Qui a un concours qui est quand même, un examen qui est quand même très strict et qui est assez difficile à avoir. Et du coup, les autres pays sont plutôt contents. Tu vois, quand tu as un agent français qui vient, ils savent que c'est un truc qui est plutôt sérieux. Donc aujourd'hui, tu peux signer un contrat, un mandat à l'étranger, un gamin de 15-16 ans, dans un centre de formation à Madrid, par exemple. Ouais, tout à fait. Tu peux le représenter aisément et puis à sa majorité, il veut jouer au Paris Saint-Germain, tu peux l'amener. Tout à fait. C'est ça? Ouais, tout à fait. Les transferts internationaux, tout ça, tu peux faire. Oui, bien sûr. C'est difficile de passer dans ces tests, Thibaut. Le test de la Fédé. Ouais, l'examen. Oui, l'examen. Écoute, c'est à la fois difficile, parce qu'il y a besoin de faire, il y a du boulot, tu vois, il y a du boulot, il y a 600 candidats tous les ans. 600 tous les ans. Tu en as à peu près 20 à l'arrivée tous les ans. Donc c'est là où, tu vois, je dis c'est un examen, mais en réalité, ça se rapproche du concours, parce que le nombre de personnes qui l'ont tous les ans, c'est à peu près toujours pareil. Tu vois, à peu de choses près. Donc ils sont en tout cas capables de mettre un niveau d'exigence qui est sensiblement le même tous les ans pour réussir à écrémer et faire que tu as à peu près que 20 personnes qui ont la licence tous les ans. Donc oui, le concours, il est assez difficile. Maintenant, à partir du moment où tu veux réussir dans ce métier-là et amener un certain niveau d'exigence à tes joueurs, parce qu'on parle quand même d'un truc sérieux, tu vas gérer leur carrière, souvent ils ont des familles, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont besoin de construire leur vie, tu vois, ils ont des carrières qui sont courtes, tu dois avoir un certain sérieux dans ce que tu fais, donc tu dois être capable de t'être donné les moyens de passer cet examen et d'obtenir cette licence. Pour moi, c'est la base. Si tu ne donnes pas les moyens, le sacrifice pour le faire, comment après tu vas te sacrifier pour faire réussir la carrière du joueur? Mais quand on parle des 20 postes sur 500, c'est pas évident. Tu peux le passer tous les ans aussi, tu vois. Tu peux le passer tous Il n'y a les pas ans de aussi. limite, tu peux passer combien de fois tu veux. Tous les ans, tu peux retenter le concours. T'as des gens, ça fait 3 ou 4 ans, tu vois, oui, j'imagine, parce que il sur 500...
Après, je pense que c'est vraiment une question de sacrifice, tu vois. Si jamais tu bosses vraiment, je connais des gens qui ont eu la licence, tu vois, ils n'avaient pas fait d'études, rien du tout, ils ont dit je veux faire ça, ils ont tout arrêté pendant 1 an, ils ont charbonné, ils ont eu leur licence. Il y a plein d'écoles pour faire l'argent aujourd'hui, non? Ouais. Il y en a plein. T'en as plein. Elles sont sérieuses. En tout cas, moi j'en connais une très sérieuse. C'était celle-là que tu as fait? Moi j'en ai fait une qui était sérieuse, qui s'appelle Pégase Academy. Pour le coup, c'est un agent, tu vois. Pégase Academy. Ouais, Pégase Academy. Ils sont situés où? C'est un agent qui a fait. Alors en fait, c'est en distanciel. Lui, ils sont en ligne. Okay. Ouais, à la base, c'est à Bordeaux, si tu veux, de la région de Bordeaux qu'il a créé ça. Mais tout se fait en ligne. Mais pour moi, aujourd'hui, ils sont très bons. Après, t'en as d'autres. T'en as une autre qui est pas mal, deux autres un peu moins bien. Alors, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, ils te préparent à l'examen pour la licence. Ils te préparent pas à devenir agent. Ouais, c'est pour passer le diplôme. Ouais, tu vois, toutes les semaines, j'ai, je sais pas, 15-20 personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux pour me dire je veux devenir agent, comment faire, est-ce que vous pouvez m'accorder un peu de temps pour me dire. Alors j'essaye de leur accorder, tu vois, 10 minutes au téléphone pour leur donner 2-3 billes et leur expliquer aujourd'hui comment on fait en tout cas pour passer l'examen. Et ça, effectivement, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, en France, tu as des écoles qui te préparent à ça. Tu en as qui sont meilleures que d'autres, les écoles. Et j'estime, tu vois, que Pégase, c'est vraiment sérieux. Parce que le mec qui a créé ça, c'est un agent. Il a passé le concours. Je crois qu'il a peut-être mis 2 ans à l'avoir. Il a compris ce qu'il fallait faire pour réussir à l'avoir. Et il te donne vraiment les clés, tu vois, avec beaucoup de tests pour te préparer et pour que tu l'aies. Et il a un taux d'ailleurs de réussite qui est vraiment plutôt bon. Dans les personnes, les 20 ou 25 qui l'ont tous les ans, à chaque fois, tu as la moitié de la promo, tu vois, ils ont fait son école à lui. Donc c'est quand même pas anodin, c'est quelqu'un de très sérieux. Mais à côté de ça, une fois que tu as la licence, c'est pas pour ça que tu vas être agent. Ah oui. Le nombre de personnes qui ont la licence, ça, mais qui sont pas prêts d'en vivre, c'est énorme. C'est énorme. Parce que oui, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Qui restent dans déjà en première part là. Bien sûr. Il y en a beaucoup. Et si tu veux, je pense que là aussi, tu vois, c'est le problème des réseaux sociaux où tu as beaucoup de gens qui s'affichent comme étant des agents. Tu vois, c'est des conseillers qui vont voir un peu des matchs le week-end, qui font des signatures de jeunes joueurs, ils font des photos, ils mettent sur les réseaux sociaux. Du coup, ça donne l'impression au grand public, il y a plein d'agents. Sauf qu'en fait, ces gens qui font des signatures de mineurs, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, mineurs, 0 € de commission. Complètement. Donc les gens ne vivent pas de ça. Tu vois, ils te disent qu'ils sont ça, mais le reste de la semaine, ils font d'autres choses. Et du coup, dans l'imaginaire des gens, ils se disent il y en a lui, j'ai un copain, il fait agent. Non, il n'est pas agent, déjà il est conseiller. Juste, tu vois, il fait signer des petits. Il a quelques contacts dans les très bons clubs en région Île-de-France. Il accompagne des garçons qui sont supervisés déjà par des scouts. Voilà, c'est tout. Et du coup, dans l'imaginaire des gens, c'est possible. Et c'est la possibilité de changer de vie parce que ça va être facile et que tu vas gagner beaucoup d'argent. Et du coup, il y en a beaucoup qui s'intéressent à ça et qui veulent devenir agent. Thibaut, là, tu as parlé des scouts, non? On voit plein aussi. Je suis scout pour Auxerre, je suis scout pour quoi, je suis scout pour là. Ces personnes touchent de l'argent, ils sont commissionnés par le club. Comment ça se passe? Tu as plusieurs niveaux de scouts. Tu as les scouts qui sont salariés du club. Oui. Voilà. Donc là, pour le coup, tu sais que c'est des gens qui sont très implantés dans la cellule. Leur mot à dire sur les joueurs est souvent très écouté. Après, tu as des gens qui ne travaillent pas avec les jeunes. Pardon? Et qui travaillent déjà avec les pros. Non, tu as les deux. T'en as aussi chez les jeunes. Non, t'en as aussi chez les jeunes. Pour les plus gros clubs qui ont des grosses cellules de recrutement, elles ont aussi des salariés chez les jeunes. Après, t'as des gens qui sont employés sous forme de défraiement. Tu vois, ils leur payent des frais kilométriques pour aller voir des matchs, pour faire des rapports, etc. Et puis t'en as d'autres, encore avec des niveaux moins. Tu vois, sur des clubs, des petits centres de formation, ça peut juste être un défraiement une fois de temps en temps, ou la mise à disposition, je sais pas, d'un plein carburant. T'as plusieurs niveaux de défraiement. Mais t'as des gens qui sont salariés quand même, en fonction de la taille du club, tu as plus ou moins de salariés. Donc, aux salariés, tu travailles temps plein, tu fais que ça. Temps plein, ou sinon tu es un conseiller. Ouais, tu as des défraiements. Voilà, de façon générale. Et puis après, tu as un autre niveau où c'est juste tu fais remonter 2-3 infos de temps en temps parce que tu es copain avec quelqu'un qui travaille dans le club et voilà, il s'appuie juste sur toi pour avoir 2-3 informations. Et tu te discutes du club, mais en réalité, tu n'as pas de rétribution financière. Non, il n'y a aucune situation. Par exemple, j'ai trouvé un petit jeune de 13 ans, j'ai dit à Paris Saint-Germain, où j'ai trouvé, faites un test là. Mais si dans 5 ans, il signe pro, je touche une commission. Non, ça n'existe pas. Je pense pas, surtout pas avec le PSG, je pense pas. Non. Déjà le PSG, aujourd'hui, les gens qui sont scouts au PSG, ils sont salariés, tu vois. Ils sont salariés, ils ont leur réseau. En plus, eux, ils sont intéressés par des joueurs où celui qui n'a pas repéré le joueur, franchement, c'est qu'il a pas d'œil. Parce que généralement, tu vois, quand il repère les joueurs,
Non, mais c'était juste un exemple. Ma mère, Oui, elle vient sur le match, elle est capable de me dire le joueur que le PSG va prendre, tu vois. Vraiment, ils sont sur les meilleurs joueurs. Sur les meilleurs joueurs. Donc ça, c'est très rare. Donc je pense que c'est très rare. De trouver la pépite. Je vais te dire, la plupart. Essayer de gagner quelque chose, de gratter dans son. Moi, la plupart des scouts que je connais qui sont en CDI dans les clubs, ils ne sont pas intéressés sur la prime professionnelle du joueur. En gros, on leur dit pas, tu touches si le joueur il signe pro. Non, ils ont leur salaire, ils ramènent les joueurs, machin, ils ont, tu vois, ils peuvent dire des éléments variables. C'est exactement ce que nous avait dit Michel Rablat, excuse-moi, je te coupe, mais Michel, quand il bossait pour... oui, il était en salarié. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Pour Everton, c'est ce qu'il disait. Ouais. À partir du moment où il était salarié, pour lui, il n'y a pas de sujet sur le fait qu'il doit... Après, le contrat, c'est l'agent qui voit avec le club. Exactement. Là, on est vraiment dans une autre dimension à ce niveau-là, complètement. Après, on va pas se mentir, le club, il va forcément être content du travail du scout si, quand tu regardes un retour sur 10 ans, il a réussi à amener 10 garçons professionnels, tu vois, sur sa région à lui. Alors qu'un autre qui est sur une autre région, il en a ramené 2, tu vois, en 10 ans. Forcément, ils doivent comparer, et c'est là où tu trouves des très bons scouts sur des régions qui font des trucs top et qui ont réussi à sortir beaucoup de joueurs.